Vous avez passé 8 mois sur un atoll inhabité au cœur du Pacifique pour de l'étude scientifique, bien évidemment, mais c'est aussi une aventure humaine, on va y revenir. Qu'est-ce qui vous a poussé à monter cette opération? Pourquoi vous avez décidé finalement de partir comme ça tout seul sur un atoll? Et quand on dit un atoll, c'est vraiment un atoll, un tout petit au milieu du Pacifique, au Tuamotu. Bon, il y a plusieurs raisons à ça. La première, c'est sans aucun doute un rêve d'enfant, celui d'une Robinsonade. C'est comme, ça reste toujours une sorte de mythe de pouvoir vivre seul sur une île par ses propres moyens. Donc ça, c'est probablement l'origine du projet qui remonte à il y a bien longtemps. Et puis la deuxième, j'avais envie, je pense, d'un peu de retrouver mes convictions, peut-être celle de l'enfant, justement, celle de vouloir préserver véritablement cette planète et par moi-même, en fait, en tout cas par moi-même. On va dire aller sur le terrain, en fait, non pas faire du conseil ou de l'assistance, etc., mais finalement m'engager, ma personne, me mettre dans une situation de vulnérabilité pour ressentir en fait, ce que vit l'atoll, c'est-à-dire un banc de sable à 3 mètres d'altitude au-dessus de l'océan, lorsqu'il y a effectivement un aléa climatique, une tempête, une forte houle. Et voilà, j'avais envie de vivre cette expérience-là et d'en témoigner. Alors, quand vous dites que vous avez été seul, vous avez vraiment été seul. Il fallait tout faire, manger, pêcher, fabriquer de l'eau potable pour survivre. Enfin, il fallait vraiment tout faire. Oui, et là on s'aperçoit de ce que c'est que l'interdépendance en fait. On est vraiment dans un tissu fabuleux ici humain qui permet en fait d'avoir plein de services entre guillemets. Lorsqu'on est seul, ouais, c'est-à-dire que quand on a faim, c'est déjà trop tard pour cuisiner en fait, parce qu'il va falloir d'abord aller pêcher dans le lagon, choisir l'espèce qui est pas gratteuse, allumer le feu de bois, etc. Et donc d'ailleurs on mange beaucoup moins. Enfin, en tout cas moi j'ai mangé beaucoup moins cuisiné tellement ça prend de temps. Mais en fait à la fois tout est simple. Et en même temps, tout est difficile, en fait. On s'aperçoit le coût, en fait, le temps que peut prendre ces actes. Voilà, boire de l'eau, en fait. Bah, il n'y a pas d'eau douce là-bas. Donc c'est le coco, oui, pourquoi pas, ou l'eau à désaliniser avec de l'énergie solaire. Donc, c'est beaucoup d'investissements permanents, une réflexion permanente, une attention permanente. Complètement, effectivement, la logistique, en fait, elle prend vite le dessus. En fait, au début, elle s'impose à moi. En fait, la première chose à faire, avant de vivre, c'est de survivre. Donc, ça n'a pas été un challenge trop long parce que il faut avoir résolu l'équation en quelques semaines. Et j'ai la chance d'avoir été entraîné un petit peu avant. Mais oui, il faut absolument pouvoir boire, se soigner, manger, enfin, les besoins, j'ai envie de dire, physiologiques. Voilà. Après, heureusement, ce stade est dépassé au bout de quelques semaines, c'est-à-dire dès le mois de fin avril, début mai l'année dernière, j'étais bon pour l'aventure. Il arrive aussi d'autres aléas, bien sûr. Dans l'aventure, il y a d'autres aventures. Oui, vous avez été obligé de quitter votre atoll pour revenir un moment en Calédonie parce que votre famille était un peu inquiète au moment des événements. Il faut dire que vous avez fait une petite pause. Complètement. Ça, bien sûr, Vous êtes sorti de votre bulle pour revenir dans la réalité. on avait tout prévu avec la famille, excepté que, enfin, on pensait que les soucis viendraient de mon côté en disant, bon, le gars, il part seul, si loin, si seul, si longtemps. Et en fait, non, c'est en Calédonie c'est la Calédonie qui s'est embrasée et ça a été très compliqué à gérer. Pour plusieurs raisons. Enfin, la première, c'était mon isolement. La deuxième, c'est que mon téléphone satellite s'est mis à ne plus fonctionner au moment où là, j'en avais à ce moment besoin. Donc, mis au hasard en fait du passage d'un bateau à voile et avec le secours de pas mal de personnes, j'ai pu rentrer dès lors qu'un avion était établi entre Tahiti et la Calédonie, parce que la Calédonie était complètement isolée du reste du monde, rejoindre 6 semaines ma famille ici. Ouais. Alors, on va parler quand même parce que ce voyage avait un but scientifique. Je rappelle que vous êtes biologiste marin de formation, que vous avez été directeur de l'œil en Calédonie, que vous avez travaillé à la CPS, notamment au programme Protège. Il y avait un but scientifique. Vous vouliez étudier l'évolution de la nature, notamment l'évolution des récifs coralliens et aussi une espèce d'oiseau présente sur cet atoll. Est-ce que ça vous a permis d'être sur place au quotidien, de faire des approches ou des observations scientifiques que vous n'auriez pas pu faire dans une opération classique? Complètement et presque à ma surprise parce que je n'avais pas ça en tête. Je me suis dit, ce que tu sais faire de mieux aujourd'hui encore, après ton bagage, c'est effectivement faire de la science et communiquer. Et donc j'y suis allé avec des protocoles en travaillant avec des collègues qui sont spécialistes des rats, des oiseaux, du suivi du récif, etc. Et là-bas, j'ai mis en œuvre ces protocoles. Et alors deux choses, il y a des choses qui pouvaient se faire sans avoir une présence permanente. Par exemple, étudier la température de l'eau ou la hauteur des vagues. Il y a des capteurs qui le font très bien, il faut juste aller les relever. Donc c'est quand même bien d'être sur place à un moment donné. Mais de la même manière que suivre l'état de santé d'un récif, il n'y a pas besoin d'y retourner tous les jours pour voir dans quel état il est. Mais d'autres observations, notamment pour les oiseaux, dont on ignore en fait des espèces quelquefois migratrices qui viennent juste se poser et puis repartir, ou l'érosion d'un littoral, ça c'était super intéressant, c'est-à-dire que lorsqu'il y a une tempête sur un petit îlot comme ça, on s'aperçoit qu'il y a des dizaines, des centaines de mètres cubes, des tonnes de sable qui sont en fait emportés
juste par un petit événement où il a soufflé 25 ou 30 nœuds. Et donc là, je peux quasiment quotidiennement observer les déplacements et l'érosion du littoral ou l'état de santé du récif qui, malheureusement, s'est fortement dégradé lorsque j'y étais. C'est-à-dire que l'atoll que vous avez quitté au terme de votre aventure n'était plus le même que celui sur lequel vous étiez arrivé? Non, il a quand même conservé son intégrité, mais j'étais surpris parce qu'il y a une vague de chaleur. On était en El Niño l'année dernière, donc une année anormalement chaude, notamment dans le Pacifique. Et la Polynésie, ça s'est traduit par on appelle ça une canicule sous-marine. L'eau est montée quasiment à 31 degrés, 30,5 un peu plus, à 6 mètres de profondeur pendant 5 semaines. C'est-à-dire qu'en fait, l'eau c'était un jacuzzi pour les coraux. Et malheureusement, un tiers de ceux que j'observais sont morts sous mes yeux. Donc voilà, ça montre à quel point en fait ces phénomènes globaux peuvent impacter en fait même des îles vierges et préservées qui étaient l'atoll au milieu des Tuamotu. Un corail qui est mort peut repartir ou c'est définitivement terminé? Un corail qui est blanchi, dans certains cas, peut repartir si la température baisse, mais là la température est restée trop longtemps, trop forte, si bien que ces coraux-là sont effectivement morts et ne repartiront pas jusqu'à ce qu'ils soient dévorés par des herbivores, etc., et que d'autres coraux, des larves, en fait, viennent s'installer et refaire un récif. Mais on peut imaginer que le récif peut se remettre de ce genre de perturbations, sauf si elles interviennent de manière trop fréquente. Si l'année prochaine ou l'année d'après, il y a à nouveau 30% qui disparaît, l'atoll n'existe que par le bon état de santé du récif. Donc vous avez mesuré en étant dessus pendant 8 mois que c'est vraiment, même si tout le monde le sait, mais c'est quelque chose de vivant? Ah ben complètement, en fait. D'ailleurs, c'est fou, hein, ce lien. D'ailleurs, j'étais complètement dépendant des ressources et de l'état de l'atoll, en fait. C'est comme, je veux dire, puiser, en fait, être nourri par l'atoll. L'eau aussi, l'eau que je buvais, c'était comme de l'eau du lagon désalinisée. Donc, et finalement, c'est assez satisfaisant. Au début, on est assez inquiet de dépendre d'eux. On veut toujours être autonome. Et bien là, c'était assez fabuleux, en fait, au contraire, de lâcher prise et de se dire, en fait, que demain, ça le fera aussi. Alors, vous avez fait des observations aussi sur un oiseau particulier qui est le chevalier des Tuamotu, si j'ai bien compris, le titi. Le titi. Alors, qu'est-ce que vous avez observé de particulier sur cette espèce, dont on dit qu'elle est en voie de disparition? C'est une espèce assez extraordinaire qui est endémique des Tuamotu, qui n'existe nulle part ailleurs que là-bas, qui était très abondante par le passé et qui a vu son aire de répartition se restreindre au fur et à mesure des activités humaines, et notamment de l'introduction de rats. Les rats sont introduits, pullulent en fait, et sont des prédateurs des oiseaux en général, de la faune, toute la faune en fait, hein, de crabes en passant, mais également de la végétation, et aussi du fameux titi, que j'ai choisi parce que c'est une espèce emblématique dans le sens où en fait, là où est le titi, l'atoll et le motu, l'îlot se portent bien, là où il disparaît, c'est qu'on se pose des vraies questions sur l'état du milieu. Et donc ce titi, malheureusement, j'ai observé en fait que ses effectifs étaient en 2024 un tiers de ce qu'ils étaient 20 ans auparavant. Alors c'est une espèce qui est protégée par Code de l'environnement de la Polynésie française. Et donc là encore, en fait, je me suis posé la question en fait, de notre impact, même des gens comme ça qui viennent de temps en temps. Voilà, donc la réponse, elle est quand même, je voudrais envoyer un message en fait, positif aux auditeurs, c'est que il est possible de dératiser des îlots, il est possible en fait, de replanter de la végétation en fait, autochtone, la végétation qui vit là-bas, en fait, et cette végétation maintient ces îlots face à l'érosion. Donc ces actions locales ont pleinement du sens par rapport à un contexte de changement global. Mathieu Juncker, vous avez dit lorsque vous êtes revenu que ce que vous avez appris, c'est que beaucoup de choses que je pensais savoir étaient fausses. Qu'est-ce qui s'est passé? Parce qu'on arrive, même quand on arrive à certaine humilité, ce que je pensais que c'était mon cas en fait, mais avec justement des savoirs, notamment scientifiques, sur l'écologie de certains oiseaux, ou même du crabe de cocotier qu'on connaît bien ici aux îles Loyauté, aussi sur la Grande Terre d'ailleurs. Et moi-même, j'ai écrit des bouquins sur la faune du Pacifique et de m'apercevoir en fait que j'ai dit des bêtises et que des publications de haut niveau scientifique pouvaient être mises en cause par une observation qui elle est permanente lorsqu'on vit avec cette faune-là. Et j'étais vraiment, je ne sais pas si on peut dire de connexion, mais on va dire une certaine communion avec elle, on s'aperçoit que, eh bien non, c'est pas le matin, mais c'est le soir que les œufs sont pondus, que cette espèce qu'on croyait complètement terrestre, eh bien le crabe cocotier, je l'ai retrouvé effectivement en mer, et je parle bien non pas de femelles qui pondent les œufs, mais d'adultes, et d'adultes mâles. Et en fait, il y a un tas on va dire de grandes vérités a priori, des généralités en fait, sauf que la nature en fait c'est un cumul en fait d'exceptions, voilà. Et donc c'est intéressant de redécouvrir la complexité de ce monde sauvage. Alors qu'est-ce que vous allez faire de toutes ces données, de toutes ces expériences que vous avez réalisées? Qu'est-ce qu'elles vont devenir? Vous n'allez pas les garder pour vous? Surtout pas, c'est vraiment un projet de partage, j'y tiens énormément. Pour moi c'est le troisième volet. Il y avait l'aventure, il y avait l'exploration, l'aventure humaine aussi, initiatique un petit peu, puis il y a celle du partage. Donc ces données scientifiques vont être publiées dans des journaux scientifiques pour témoigner de l'état de santé d'un récif là-bas, de l'état de santé de cet oiseau et plus globalement de l'atoll. En même temps, il y a également des conférences que j'ai pu donner et d'autres qui sont prévues prochainement d'ailleurs
d'ailleurs ici en Nouvelle-Calédonie. Et puis surtout, il y a aussi une volonté de voir transmettre au grand public au travers d'un film qui est produit par un Galatée Film sur France 5, a priori d'ici la fin de l'année, et un livre que j'ai commencé à écrire quand j'étais là-bas sur l'atoll. C'était aussi un peu mon confident, la caméra et la plume, et j'espère qu'il sortira l'année prochaine. Mais la caméra, c'est vous qui la teniez, et la plume aussi. Hein. On est bien complètement. Vous étiez tout seul. Tout seul, sauf au début, en fait, on m'a déposé, donc il y a quelques scènes au début, et à la fin, quand on est venu me chercher, tout le reste, effectivement, je le jure, j'étais seul. Mathieu Juncker, on a parlé des expérimentations et de l'observation scientifique que vous avez fait. Vous avez dit un mot sur l'aventure humaine que ça a représenté. Qu'est-ce que vous en retirez ? Le retour au monde est compliqué après 8 mois isolés sur un atoll ? Il est étonnant, le retour, on va dire. À la fois, je suis tellement ravi de retrouver ma famille, les amis et des gens, en fait. On souffre. J'ai souffert la solitude, en fait. Alors, c'est pas une souffrance permanente, mais elle prend au dépourvu, et elle est poignante, elle est vraiment déchirante. Coup de poignard dans le ventre, hein, vous dites. Oui, c'est ça, en fait. Ouais, on sent vraiment se vider de son énergie, en fait. Et j'avais jamais vécu un état pareil. J'étais déjà parti 10 jours seul, etc. Enfin, là, sur 240 jours, c'est pas la même aventure. Voilà, donc en fait, on s'aperçoit à quel point on est vulnérable et faible lorsqu'on est seul. Et des risques que je suis capable de prendre, notamment ici en Calédonie, en allant explorer des récifs éloignés avec des amis. Et bien, en fait, là-bas, en fait, on n'ose plus faire ça, ou pas dans les mêmes conditions, en fait. On voit un peu tous les enjeux qu'il y a et le confort qu'on a, en fait, à vivre en société. Mathieu Juncker, en ce moment, il y a le sommet des Nations Unies sur les océans qui se déroule en métropole. Quel regard vous portez sur cette mobilisation, sur ces grands-messes environnementales ? Est-ce qu'elles sont utiles ? Est-ce qu'elles viennent compléter ce que vous pouvez faire, vous et vos collègues scientifiques ? Oui, bah là, effectivement, on fait grand écart dans les échelles. Moi, j'étais sur un micro-projet sur l'atoll paumé au milieu du Pacifique. Là, on est sur une échelle mondiale. Pour moi, en fait, ces conférences sont indispensables. Il faut impérativement la coopération régionale au sein des pays de la région Pacifique, mais également internationale. On parle d'océan et de mer globalement. Donc, je veux dire, la question ne se pose pas en ces termes-là, mais c'est plutôt l'engagement sincère, en fait, des pays. C'est-à-dire que derrière, effectivement, des promesses, qu'est-ce qu'on met effectivement comme moyen, comme volonté, et donc je pense que les attentes, elles sont à ce niveau-là. Aujourd'hui, je pense que tout le monde est d'accord qu'il faut préserver les ressources et l'état de santé de ces océans pour sauver. Le constat est partagé. Pour sauver l'humanité, à mon sens, oui. En tout cas, je sais qu'il y a 60 présidents de pays du monde qui sont là. C'est comme un témoignage qu'il y a une mobilisation autour de la question des océans et du partage aussi. Mais voilà, espérons simplement qu'il y a un engagement véritable de ces décideurs. Dernière question, Mathieu Juncker, cette expérience assez unique que vous avez vécue, qu'est-ce qu'elle a transformé dans votre vie et qu'est-ce que vous allez faire maintenant ? Est-ce qu'il y aura eu un avant et un après pour vous ? C'est comme ça que je l'imagine, que c'était pas, on va dire, ni une bulle, ni une parenthèse, comme quelquefois je l'entends, mais plutôt un changement de trajectoire. Ce que j'ai pu vivre sur l'atoll, encore une fois, pas mal d'aventures scientifiques et humaines, elle m'inspire de m'engager davantage et justement avec beaucoup de sincérité dans la préservation de cette planète. Elle est tellement extraordinaire, en fait. Donc il y a d'abord la phase d'inquiétude, il y a aussi celle de l'émerveillement. Les images que j'ai faites, etc., sont assez fabuleuses. Et quand on voit ça, nécessairement, ça inspire, en fait. Et donc aujourd'hui, j'aimerais bien, autour de moi, travailler dans le domaine de l'environnement, des ressources marines et du climat pour le préserver, en fait, en montrant à quel point on vit, on dépend de cet environnement-là. Et très concrètement, on va le dire, vous cherchez du boulot ? Oui, tout à fait. Ça fait 4 mois. Ça m'est jamais arrivé en plus de 20 ans ici, mais les périodes sont... L'académie que j'ai redécouvert, effectivement, avait changé de visage. Ouais. Merci beaucoup Mathieu Juncker d'être venu ce matin sur Radio Rythme Bleu. On rappelle que votre aventure donnera lieu à un film et un livre à paraître peut-être d'ici la fin de l'année. Le film, effectivement, ça serait pour on va dire la fin d'année et puis le livre l'année prochaine. Ça dépend de vous, toi. Je vais l'écrire ce matin. Ça dépend de moi pour le livre. Merci beaucoup d'être venu ce matin dans les studios de Radio Rythme Bleu et bonne journée. Merci pour votre accueil. Merci aux auditeurs.